Alors, bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, on va voir Nietzsche. Ce que vous avez à faire, je vous le rappelle, premièrement, vous avez à regarder ce vidéo, OK? Recopier les PowerPoint et vous allez avoir à faire un petit travail sur Nietzsche. Je vous rappelle aussi que vous avez remarqué que vous avez reçu des vidéos de Freud et de Marx. On va en parler un petit peu, mais très rapidement dans cette vidéo-là. Vous avez le droit de prendre un autre auteur, par exemple, de prendre aussi Freud et de prendre aussi Marx, mais Nietzsche, on le voit. Donc, évidemment, Nietzsche, c'est lui qu'on va voir en classe. Je vais revenir sur lui au prochain cours. La vidéo va durer peut-être, je dirais, 50 minutes, maximum 1 heure. Et vous avez 3 heures officiellement. Donc, c'est sûr que vous l'écoutez une fois, peut-être, mais vous l'écoutez aussi une fois pour prendre en note les PowerPoint et prendre en note un peu ce que je dis, ou vous prenez la méthode que vous voulez. Puis je vais vous expliquer à la fin, on a un petit travail que vous allez avoir à faire au prochain cours. Puis si vous le faites là, vous allez déjà l'avoir fait. Évidemment, vous allez recevoir un texte au prochain cours. Je vais vous l'envoyer aussi je vais le déposer aussi sur Léa. Donc, si vous voulez aller le lire d'avance, vous pourrez, mais vous recevrez une copie papier d'ici là, mais ça va être un petit peu plus tard cette semaine pour le texte parce que j'ai besoin d'y travailler encore. Alors, allons-y avec Nietzsche. Regardez les dates. Il est à la fin du 19e siècle. C'est un philosophe un peu difficile à classer. On pourrait dire peut-être un philosophe de la vie, parce qu'il va promouvoir beaucoup la vie, philosophe de la volonté. Souvent, on parle plutôt de pensée nietzschéenne, c'est-à-dire qu'il fonde un peu une vision des choses. Sa vision des choses est tellement originale. On peut essayer de le classer comme un herméneute, c'est-à-dire un penseur de l'interprétation du sens. Mais même là, c'est un peu tiré par les cheveux. Donc, il est un peu inclassable. Et on va voir un peu sa philosophie aujourd'hui. Donc, si on regarde une façon qu'on pourrait le classer, on pourrait dire, et nous, comment on va le classer, c'est comme un philosophe du soupçon. Et là, je ne veux pas rentrer dans l'explication en loin et large de ce qu'est un philosophe du soupçon, là. Mais grosso modo, on peut dire que c'est des philosophes qui vont soupçonner derrière, par exemple, notre vision des choses, la vision partagée par la collectivité, par exemple, des forces autres et qui vont être très soupçonneux, disons, des discours, de leur sens, et qui vont, dans le fond, donner un sens complètement différent. Par exemple, en interprétant la religion, ils vont être des grands critiques de la religion. Ils vont essayer d'expliquer la religion par d'autres causes, par exemple. Il y en a 3 penseurs du soupçon qui sont très importants, mais qui ont fondé des écoles. On trouve, par exemple, Freud, Marx et Nietzsche. Et ça, c'est les 3 dont a parlé Paul Ricard. Freud qui va soupçonner, par exemple, les pulsions et l'inconscient d'être à la source de notre représentation des choses. Par exemple, il va dire que la culture au complet est une œuvre de répression des pulsions. C'est peut-être un peu exagéré, mais si vous regardez la vidéo sur Freud, vous allez comprendre pourquoi. Marx va dire que la façon qu'on conçoit les choses dans la culture, dans une culture donnée ou dans une société donnée, est le fruit de l'idéologie des dominants, de ceux qui ont le pouvoir. Il va interpréter beaucoup les discours par rapport aux classes sociales et au système économique en place. Donc, par exemple, ici, on pourrait dire que ce qui explique en grande partie nos valeurs, nos croyances, ça serait le fait qu'on soit dans un monde capitaliste. OK? Thèse très intéressante. Et si vous voulez approfondir Marx, vous avez le droit d'aller voir la vidéo sur Marx. Nous, ici, on va voir Nietzsche. Donc, Nietzsche est un philosophe obligatoire dans le cours. Il est très intéressant. Il peut être un peu perturbant. C'est un penseur qui est plus dangereux que d'autres. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir des mauvaises interprétations ou un trafic des idées de Nietzsche qui serait très dangereuse. D'ailleurs, très dangereuse, dis-je. D'ailleurs, sa sœur a trafiqué ses écrits pour en faire un nazi, Nietzsche, historiquement. Et bon, après la chute là, du régime de Hitler, on a rétabli, on pourrait dire, les textes de Nietzsche. Là. Nietzsche n'est pas un nazi, là, n'est-ce pas? Il critique tout le monde et les nazis seraient, dans sa théorie, dans sa philosophie, on pourrait dire, l'exemple même de la faiblesse, de l'homme faible. Parce que vous allez voir, il y a comme des forts et des faibles chez Nietzsche. On rentre dans un peu un drôle de monde chez Nietzsche, mais ce qu'il amène dans la pensée est extrêmement intéressant.
Okay? Même si on n'est pas d'accord nécessairement, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que dit Nietzsche, hein, évidemment. Okay? Si on veut se situer quelque part, il faut se situer maintenant, pour Nietzsche, historiquement au 19e siècle. Je ne veux pas vous parler finalement du débat entre Marx et Hegel, qui est peut-être un peu ce serait trop long, là. Je vais faire une vidéo plus courte. Donc, je vais vous parler quand même du fait qu'à cette époque-là, on est dans l'ère de l'industrialisation de l'Allemagne. Et donc, on voit quand même le succès de la science et on assiste quand même à ce qui est le début vraiment de l'ère industrielle en Allemagne. Mais l'événement le plus important, c'est qu'il y a fondation ou formation de l'Empire allemand, c'est-à-dire 1771, donc on est à la fin du 19e siècle. Et là, il y a plein de motivations, parce que fonder quand même un empire, c'est quelque chose. Plein de motivations et de vues politiques qui sont différentes, divergentes. Par exemple, il y a des gens qui sont pour la monarchie, d'autres pour le libéralisme bourgeois, hein, donc le système capitaliste, d'autres pour le fascisme qui va s'imposer, c'est en passant en Allemagne pas très longtemps après. Il y a déjà des fascistes là, en Allemagne à cette époque-là. Et il y a aussi, bien sûr, la religion, les catholiques versus les protestants. On est dans un monde où les catholiques sont minoritaires. Les protestants vont souvent s'allier avec les catholiques. Donc, on est dans un monde, je dirais, qui est en ébullition politique. Et il y a une lutte pour les pouvoirs, mais il y a aussi un choc de diverses visions du monde qui se passe présentement en Allemagne à cette époque-là. Là, il y a vraiment beaucoup de conceptions du monde qui sont liées à des conceptions politiques et qui sont tous des interprétations du monde, dans le fond. Hein? Et c'est ça peut influencer un petit peu la vision de Nietzsche ou l'interprétation de Nietzsche. Je veux dire, il y a plusieurs perspectives sur le monde qui s'entrechoquent. Comment déterminer la meilleure, mettons. OK? Et tout le monde donne un sens différent à cette époque-là, à l'histoire, aux événements, etc. Qu'est-ce qui est le progrès? Qu'est-ce qui est une régression? On a toutes ces questions-là. Par exemple, est-ce que c'est un progrès de devenir des socialistes? Est-ce que c'est un progrès de devenir fasciste? Est-ce qu'on devrait rester dans la monarchie? Vous voyez, c'est toutes des questions qui sont posées, qui se posent à cette époque-là en Allemagne. Au niveau plus culturel et philosophique, évidemment, en Europe, on est à l'époque où il y a beaucoup de sciences. Okay? On voit, par exemple, apparaître les positivistes. Les positivistes, c'est des gens qui font de la science expérimentale, hein, qui veulent avoir la vérité objective. On croit beaucoup à l'objectivité scientifique. On dit que cette époque-là, c'est un peu l'âge d'or de la science, dans le sens où la science, on y croit beaucoup. Hein? On croit beaucoup à l'avenir de la science. Maintenant, tout ça vient de l'héritage de cartésien, c'est-à-dire de Descartes. Descartes avait montré, hein, on s'en souvient, que je suis une chose qui pense, donc le sujet est un sujet pensant. Nietzsche va aller un petit peu plus loin. Ah ben là, oui, ce qui est en italique, là, c'est ce qu'amène Nietzsche. Et quand on parle de l'objectivité scientifique, Nietzsche va être un grand critique de l'objectivité, de la notion même d'objectivité. Il va dire tout discours est une interprétation. Et une interprétation, c'est l'interprétation d'une personne. Une personne qui a un corps, une personne qui est dans l'histoire, qui a une classe sociale et qui a certaines caractéristiques, on pourrait dire, psychologiques. Okay? Ça, il n'y a pas d'interprétation des choses qui ne soit pas le fruit d'une perspective d'une personne. Okay? Bon. Maintenant, Descartes avait montré que le monde était comme la représentation ou des pensées d'un sujet pensant. Nietzsche va aller plus loin. Il va dire, le monde, c'est pas juste un sujet pensant. Qui suis-je? Je suis un être pensant. La personne qui pense, là, c'est un être historique. C'est un être avec un corps, c'est un être incarné, c'est un homme ou une femme, je veux dire, ou quelqu'un non-genré aujourd'hui, là, mais bon, à l'époque, c'est un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a certaines caractéristiques, disons, psychologiques, c'est quelqu'un qui a une culture donnée et pas une autre. Donc, veut pas, le sujet pensant, il devient, disons, la pensée d'un sujet incarné. Et il va rajouter quelque chose. Le monde d'un être, c'est pas seulement ce qu'il se représente, c'est aussi ce qu'il veut. Donc, le monde devient aussi volonté. Là, ça vient d'un autre penseur qui s'appelle Schopenhauer, qui écrit un livre qui s'appelle Le monde comme volonté et représentation, que Nietzsche a lu avec beaucoup d'attention. Donc, Nietzsche va, par rapport à Descartes, amener l'idée qu'il y a une perspective des valeurs et du sens donné à la vie. Hein? C'est des gens qui donnent un sens à la vie, là. C'est pas des êtres pensants. Hein? C'est des êtres incarnés, réels.
Et il va faire passer vraiment au niveau de la recherche de la vérité ou de la recherche d'une vérité philosophique. Il va établir un passage très important dans l'histoire entre le fait de prétendre découvrir la vérité et prétendre donner un sens ou même créer un sens chez Nietzsche. Okay? Donc, il y a cette idée-là que, d'une certaine façon, découvrir la vérité, c'est ce qu'on cherche en science. Nietzsche va essayer plutôt de dire, on ne découvre pas comme telle la vérité, on donne une interprétation des faits. Okay? Et donc, il va amener justement toute cette idée-là d'interprétation. Maintenant, en Allemagne, on a aussi, à cette époque-là, le romantisme, qui va valoriser l'expression de la nature, le contact direct avec des sources artistiques, l'art. Et Nietzsche, on peut dire qu'il va un peu participer de ça. Il va associer beaucoup la nature de l'homme à son instinct. Donc, il va vouloir réhabiliter l'instinct. Il va beaucoup parler de la volonté de puissance, qu'on va définir, je crois, à la prochaine diapositive. Il va vouloir renouer l'homme avec son animalité, parce qu'il va dire que les chrétiens ont amené un divorce entre l'homme lui-même, ce qu'il est, et son animalité, donc l'esprit et l'animalité, si on peut dire. Et donc, il va essayer vraiment de rétablir le lien entre ça, donc de réhabiliter l'instinct. Il va aussi parler dans la nature, selon lui, il y a dans la nature deux grandes forces, qu'on pourrait appeler des puissances esthétiques, qu'il va, au fond, identifier à des dieux grecs, là, Apollon et Dionysos. Donc ça, on va tout voir ça un peu plus loin. Mais avant de commencer un peu la philosophie de Nietzsche, là, un peu plus de façon ordonnée, si on peut dire, il faut comprendre le sens de deux mots. Et là, j'aurais pu les changer de place et j'aurais dû les changer de place. Le plus important ici, c'est vraiment le concept de volonté de puissance. Parce que pour lui, pour Nietzsche, la nature, elle est volonté de puissance. Si vous regardez par exemple un arbre, il veut croître, il croît, la vie est croissance. La vie est volonté de l'arbre, il veut amener ses racines le plus loin dans la terre, amener ses branches le plus proche du ciel pour aller chercher le plus de lumière pour survivre. Mais c'est pas juste l'instinct de survie. Lui, à l'instinct de survie, il va donner un élément plus de déploiement de l'énergie, de déploiement de la puissance. C'est proche d'Aristote, pour ceux qui connaissent Aristote, mais il va associer à la volonté de puissance une dimension plus créatrice. La volonté de créer, d'innover, surtout pour l'être humain, de s'épanouir pleinement, de se dépasser toujours, de transformer les limites qui seraient inhérentes à la vie elle-même. Okay? D'atteindre une plénitude qui est féconde, comme telle. La généalogie de la morale, ça, c'est ce que va faire. C'est un peu la méthode que va utiliser Nietzsche pour comprendre les valeurs morales. Qu'est-ce que c'est une généalogie de la morale? C'est vraiment d'aller chercher dans l'histoire d'où viennent nos valeurs et de se poser la question suivante. Quelle est la valeur des valeurs morales pour la vie? Par exemple, les valeurs qu'il y a à l'époque de Nietzsche, ce sont essentiellement les valeurs chrétiennes. Et donc, il va se demander, est-ce que les valeurs chrétiennes sont utiles pour la vie? C'est une question qui se pose, n'est-ce pas? Et il va essayer de voir d'où elles viennent. Donc, vous pouvez lire la citation. Nous avons besoin d'une critique des valeurs morales. Il nous faut commencer par remettre en question la valeur de ces valeurs. Et cela suppose la connaissance des conditions et des circonstances de leur naissance, de leur développement et de leur mortification. Okay? Donc, comment sont apparues les valeurs? Et est-ce que les valeurs ont vraiment de la valeur? Soit dit ça en passant pour la petite histoire. Aujourd'hui, on est habitué de dire, bon, c'est quoi tes valeurs, de parler le langage des valeurs, mais Nietzsche aurait été, selon Grondin, le premier à utiliser l'expression des valeurs. Tu sais, mettons, de parler du monde en termes de valeurs. Okay? Ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'existait pas, ça, avant le 19e siècle. On ne parlait pas de valeurs. Le mot n'était pas en usage, je dirais. Et c'est le premier aussi à avoir utilisé l'expression du sens de la vie. Donc, c'est une autre expression qu'on connaît bien aujourd'hui, mais qui aurait été, selon Jean Grondin, toujours inventé par Nietzsche. On parlait à l'époque du sens des textes, et là, Nietzsche va parler du sens de la vie. Donc, il va quand même donner un nouveau sens au mot sens, hein, si on peut dire. OK? Pour Nietzsche, okay, on l'a vu, le sujet pensant cartésien, c'est une abstraction. Je suis une chose qui pense et qui a la raison. Je comprends dans une méditation, mais quand même, dans le monde un peu plus concret et réel, on est des êtres qui avons une perspective. Et donc, la question, qui parle, selon qui dit cela, devient pertinente chez Nietzsche.
Et la perspective qu'on a, c'est la perspective, c'est notre point de vue sur le réel. Comme moi, je vois le réel de mon point de vue et vous, vous le voyez de votre point de vue. Ben moi, je veux dire, je suis un homme, j'ai blanc, de 46 ans, puis etc. Là, j'ai été élevé, j'ai un doctorat en philosophie, je suis en santé, je suis heureux. Moi, je peux dire que dans la vie, je suis bien heureux. Puis, c'est ma perspective que je donne, c'est mon point de vue, c'est la perspective de moi, c'est pas la perspective de quelqu'un d'autre. OK? Sauf que, à l'origine, la perspective qu'on reçoit du destin, elle est hors contrôle. Mais on va voir que être fort, être libre, c'est de prendre un contrôle sur notre perspective, de dépasser notre perspective, de la transformer par un acte de volonté. Et ça va être un acte de création, puis c'est un acte qu'on appelle l'interprétation du monde. OK? Mais dès l'origine, on reçoit une perspective, puis il y a comme une inégalité. Et là, c'est là qu'arrive la distinction entre les forts et les faibles, là, chez Nietzsche, là, qui est quand même intéressante pour comprendre la force là, chez l'être humain. Mais dire qu'il y a des forts, des faibles, bon, par naissance, là, bon, enfin, on va voir que c'est quand même discutable là, quand on va arriver là, à la critique. Mais qui sont les forts? C'est ceux qui sont précisément capables de dépasser leur perspective qui a été donnée par la vie, dans un acte créateur, c'est-à-dire dans une interprétation de la vie qui est la leur, dans leur propre interprétation de la vie, et par leur interprétation de la vie, ils se créent eux-mêmes. Ils se créent eux-mêmes une identité. Ils vivent le monde tel qu'ils veulent vivre le monde. Soit dit en passant, Victor Lévy-Beaulieu a écrit un livre sur Nietzsche qui s'appelle Nietzsche. C'est un Québécois, là. Et il est supposé, lui, c'est un peu sa thèse, que Nietzsche avait été un peu homosexuel. Il avait des tendances homosexuelles. À son époque, c'était pas très bien vu. Et donc, cette volonté d'avoir le droit d'être original, d'avoir le droit d'être soi-même, vient peut-être, entre autres, de là. Ça fait qu'il ne pouvait pas vraiment, dans son monde, être pleinement lui-même non plus. Okay? Évidemment, là, on ne peut pas expliquer tout Nietzsche par rapport à sa perspective, mais même lui, sa perspective, peut-être, l'explique un peu. Et Nietzsche était un homme très malade, soit dit en passant. Donc, il avait la perspective, selon lui, d'une personne malade. Mais d'une certaine façon, c'est pas la perspective qui détermine fondamentalement la force ou la faiblesse. C'est est-ce que tu as fait un acte de volonté pour dépasser ta perspective et comprendre le monde. Comprendre le monde à ta façon et ensuite être fidèle à cette compréhension-là. C'est ça qui est le fort pour Nietzsche, ultimement. Okay? La perspective, elle est quand même déterminée, d'abord, par des circonstances de trois ordres. C'est-à-dire que toute personne qui parle ne peut pas échapper à sa condition humaine. C'est-à-dire que tout discours, toute interprétation du monde est une interprétation qui implique, par exemple, une perspective physiologique. Excusez-moi, il y a quelque chose qui va popper de mon ordinateur, ça me dérange. Bon, voilà. Donc, physiologique, on est en un corps. Et déjà là, l'inégalité de la perspective et les forts et les faibles, ben, on peut être en santé ou on peut être malade. Bon, on peut être en santé mentale, par exemple, puis on a la perspective d'une personne en santé mentale, mais parfois quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale assez graves, moi j'en connais, disons que leur perspective sur le monde, ben, que dire? C'est la perspective de quelqu'un qui a des gros problèmes de santé mentale. OK? Bon. Et la valeur de vérité n'a rien à voir, là. Je veux dire, t'écoutes ça, c'est quelqu'un qui a des problèmes graves, là. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est toujours sur le bord de la psychose, ben, sa perspective du monde n'est pas forte, là. Tu sais, on ne peut pas lui donner beaucoup de crédit, disons. OK? Force-faiblesse physique, est-ce que tu as une bonne constitution? Est-ce que la vie, tu l'appréhendes avec le corps de quelqu'un qui est fort, qui est capable d'affronter les éléments, ou bien tu es fragile, etc. Ça va déterminer la perspective que tu vas avoir sur le monde. Okay? Psychologique, c'est encore plus important, parce que, tu sais, il va dire, Nietzsche, il y a des gens qui ont du ressentiment face au passé. Ils sont pris dans leur passé, ils sont engloutis dans leur passé. Ils en veulent à du monde, ils vivent dans la colère. Puis dans le fond, ça marque leur façon de décrire et de voir et de lire les événements. Là. Ils sont pris dans leur perspective. Tandis qu'il y en a d'autres qui font preuve de reconnaissance. Ça, c'est les forts. Reconnaissance face à, par exemple, les grands génies de l'histoire, mettons. Compréhension, par exemple, je sais pas, là, tu lis un auteur, tu dis, oh, wow, lui, il a atteint un niveau de sagesse qui est élevé. Si tu veux devenir sage, ben bon, est-ce que tu es capable de reconnaissance, avoir l'instinct de rang ou tu es dans le ressentiment? Tu vois quelqu'un qui est meilleur que toi, puis tu
tu y en veux. Il y a des gens qui sont comme ça, là. En tout cas, aussi, selon Nietzsche, il y aurait des gens qui vivraient dans la haine, qui est le sentiment par excellence des faibles. La haine, c'est la faiblesse même sur le plan psychologique. Là. Quelqu'un qui vit dans la haine, je veux dire, il se détruit lui-même. Il n'y a rien de pire pour la vie que ça, là. Okay? La haine comme telle. Donc, l'objectif de Nietzsche, c'est de détruire les interprétations qui sont, ou les perspectives, ou les visions du monde qui sont nuisibles à la vie. Fait que, si c'est inspiré par la haine, puis ça mène à la haine, c'est pas une bonne interprétation du monde, si on peut dire. Et donc, c'est pour ça que, tu sais, associer Nietzsche au mouvement nazi, il faut le faire quand même. Mais il y a des choses chez Nietzsche, ça prend un acte d'interprétation. Il faut être intelligent pour les Nietzsche, puis pas le déformer, si on peut dire. OK? Trop, pas le déformer trop. Soumission au passé, il y a des gens qui sont pris dans leur passé ou tu es résilient. On va voir que dans son éthique, dans sa morale, c'est très important de pardonner, d'oublier les fautes du passé pour aller de l'avant, pour s'accroître, pour exprimer une volonté de puissance positive. Au niveau socioculturel, ben, si tu es pauvre, tu auras une certaine perspective par rapport à si tu es riche. Si ta perspective est unidimensionnelle, tu vois juste les choses sous un filtre. Tu penses que ça, c'est la réalité. Plutôt que de comprendre que le monde il est un peu plus complexe que ta pensée, donc il est multidimensionnel, ben, une perspective d'un phare, c'est qu'il est capable de voir les multiples dimensions d'une situation plutôt que de juste être dans une vision unidimensionnelle. Le voir juste à propos du filtre de sa propre pensée. Puis ça, ben, on fait ça en comprenant plusieurs perspectives. Perspectives de plusieurs disciplines, plusieurs philosophies, par exemple, ou les gens qui nous entourent. Okay? Est-ce qu'on est cultivé, c'est lié à ça, ou inculte? Je veux dire, il y a des gens, leur perspective, c'est une perspective d'inculte. Je veux dire, ils n'ont aucune connaissance. Ce qu'ils disent, ils disent, oh my God, il faudrait faire ton éducation, là, il y a plein d'erreurs sur l'histoire, sur la science. Les gens aujourd'hui, là, ils ont des perspectives des fois vraiment d'incultes. C'est-à-dire qu'ils ont des opinions sur des choses dont ils ne connaissent rien. Bon, là, dans ce temps-là, c'est sûr que qu'est-ce qu'on doit interpréter de tout ça? Ben, on dit comme tu connais rien là-dedans. C'est comme aie une petite gêne ou informe-toi. Si tu t'informes, ben là, ta perspective va être meilleure. Pour le fort, lui, ultimement, c'est pas celui, mettons, qui est malade. C'est pas nécessairement celui qui est en santé. C'est celui qui dépasse sa perspective pour la rendre meilleure, donc pour la rendre plus forte, pour que sa perspective lui permette de se déployer lui. Donc, chacun a des perspectives différentes, puis c'est correct pour Nietzsche. Mais la perspective que tu as doit permettre à la vie de s'exprimer. Et ça, c'est un acte de l'interprétation. Un acte d'interprétation. Il faut que tu sois capable de dépasser la perspective pour interpréter le monde. Fait que ça, c'est un processus actif, créateur. Tu donnes un sens à la vie. Tu donnes un sens à ta propre vie. Et ça suppose de comprendre, d'être un peu cultivé, là, de te cultiver, de connaître un peu quelque chose, des possibilités, etc. De voir quelles sont tes possibilités, de comprendre le monde de façon un peu complexe, donc ça prend une réflexion. Et une fois que tu comprends les choses de façon un peu multidimensionnelle, tu as une certaine culture, ben là, tu peux créer ta propre vision des choses. Et c'est pour ça que c'est rare quand même, et Nietzsche va dire, ben dans le fond, on a trois choix si on veut faire ça. Il faut soit faire une œuvre de création, donc être comme un artiste, et on est toujours un peu artiste quand on adhère à Nietzsche, là, c'est presque obligatoire, dans le sens où c'est une philosophie de la créativité, aussi de la création. Le saint qui a posé des nouvelles valeurs dans le monde, comme par exemple Nietzsche, il y a beaucoup d'admiration pour Jésus, mais il n'y en a pas pour les chrétiens. Les chrétiens, c'est comme les moutons, les suiveux, qui sont pas comme Jésus du tout, là, hein, mais qui suivent Jésus, mais qui créent rien pour eux, puis qui souvent comprennent même pas ce qu'ils suivent. Et ça, c'est encore pire. Et il y a bien sûr le philosophe qui, lui, crée un sens à la vie, là. Et bon, Nietzsche, c'est un peu, il se situe à la fois dans l'artiste et le philosophe. OK? Il va dire, par exemple, que il n'y a pas de phénomène moral comme tel. Il y a des perspectives morales des phénomènes où il n'y a pas de fait, il y a juste l'interprétation des faits. Vous comprenez un peu cette idée-là? C'est-à-dire que tout le monde peut poser une interprétation des faits. Il y en a qui ne le font pas, qui sont juste des moutons, là. Ils suivent le troupeau, puis ils n'ont rien d'original en eux, puis ils ne comprennent même pas qu'est-ce qu'ils croient dans le fond. Ils suivent comme des moutons. Okay? C'est l'homme du troupeau, c'est le faible, c'est l'homme du troupeau. C'est celui qui ne sort jamais de la perspective qui a hérité du destin, puis il suit comme un mouton, puis il prend jamais le temps de comprendre quoi que ce soit dans la vie. Fait
ils appellent un peu les esclaves, eux, parce que, bon, ils croient qu'ils sont pas vraiment libres, Nietzsche. Hein? Bon, Nietzsche, on n'est pas dans le politiquement correct trop avec lui. Hein? Bon, maintenant, il va dire, si on fait un acte d'interprétation de la vie, on pourrait faire un acte d'interprétation qui sert la vie, ou on pourrait faire un acte d'interprétation qui s'oppose à la vie. Puis lui, il va dire, il faut qu'on fasse un acte d'interprétation qui serve la vie, puis ça va donner ça son critère pour juger d'une interprétation de la vie. Comme l'accroissement de la volonté de puissance. C'est-à-dire la volonté de la capacité, de la puissance d'expression. OK? Du sentiment de la puissance, de l'élévation de l'espèce humaine, du dépassement de soi. Et donc, son objectif, c'est de déconstruire tous les préjugés qui sont nuisibles à la vie. C'est ça son objectif. Okay? De sa philosophie, puis il va arriver, pour y arriver, il va faire une généalogie de la morale, il va essayer d'expliquer, il va essayer d'interpréter l'histoire. Okay? La volonté de puissance, quand on fait une interprétation du monde, par exemple, les chrétiens ont amené une nouvelle interprétation du monde, etc. Là, bon, les marxistes, les socialistes, tout ça. Les philosophies amènent des interprétations du monde. Là. Okay? C'est l'expression de la volonté de puissance. C'est-à-dire que c'est une façon que ces gens-là ont exprimé un élan créateur en eux. Bon, OK? Cet élan créateur-là, il y a deux trajectoires, selon Nietzsche. Il peut soit être un véritable déploiement. Là, il est comme sain, c'est un déploiement sain. Et là, il est actif, il dit oui à la vie. C'est comme dire, oui, la vie, je veux. Oui, je le veux, la vie. Je veux vraiment vivre la vie. Je veux vivre ma vie telle que je la veux. Ça a l'air un peu répétitif, mais c'est ça pareil. Je serais prêt à revivre cette vie-là pour toujours. Ça, c'est l'éternel retour. Et là, ça implique plein de choses, ça. De se créer soi-même, de se dépasser soi-même. Ça implique d'accepter la souffrance, le chaos, de s'affronter soi-même, des fois, de voir nos zones d'ombre, de cesser d'être un mouton, donc des actes de courage. Et ça nous permet de nous élever, de nous épanouir. Et la règle d'or, ou la valeur centrale chez Nietzsche, c'est la maîtrise de soi. Être capable de se maîtriser soi, parce que tu n'as pas avoir une interprétation des objectifs que tu te donnes, des buts que tu te donnes. Donne-toi un but. Mais atteins-les. Prends les moyens. C'est toi qui décides ton but. Mais fais-les. Ça, il faut que tu sois fidèle à toi. Pour être fidèle à toi-même, il faut que tu te maîtrises toi-même. On va voir que la fidélité chez Nietzsche, c'est la valeur première, quasiment, de son éthique. Tandis que la volonté de puissance peut aussi faire un acte de création, mais qui se retourne contre la vie. Et c'est ce qu'il va reprocher, par exemple, aux chrétiens, et en particulier et aussi à Platon, alors que c'est pas tout à fait juste, là, soit dit en passant, par son interprétation de Platon est un peu douteuse. Nietzsche est beaucoup plus proche de Platon qu'il le laisse entendre. Quoi qu'il en soit, même de Descartes à certains égards. Là. Bon. Mais quoi qu'il en soit, les chrétiens auraient amené justement une morale qui s'oppose à la vie, en s'opposant à la sexualité, en s'opposant à l'originalité, à la créativité. C'est un non dit à la vie. En essayant que tout le monde se ressemble, que tout le monde soit conformiste, qu'on soit tous des moutons qui suivent. Et pour arriver à ça, ben, selon Nietzsche, ils ont créé des arrière-mondes. Dieu, l'âme, il faut que tu souffres toute ta vie, puis parce que tu veux avoir le royaume. Il faut que tu obéisses parce que tu n'iras pas dans le royaume après la mort. Et tout ça, c'est pour faire peur au monde, c'est des épouvantails, selon Nietzsche. Il faut créer des valeurs différentes. Et c'est pour ça qu'il veut détruire les religions. Il va proclamer rien de moins que la mort de Dieu. Dieu est mort, il faut connaître le surhomme. Ça, c'est peut-être la citation la plus connue là, de Nietzsche. Okay? Son interprétation de l'histoire. Il va faire toute une interprétation de l'histoire en Nietzsche, hein, une généalogie de la morale. Il va dire, ben, d'où vient le bon, le mauvais? À la base, il va dire que l'être humain il est confronté à deux forces créatrices, deux forces esthétiques. Quand il vient le fait de... Parce que interpréter, c'est un acte de création, de créativité. Okay? On l'a vu. Donner un sens, c'est un acte de créativité. À l'origine de la culture, de toute culture humaine, il y en a deux. Chez les Grecs, il était représenté ces deux forces esthétiques-là par deux dieux. C'était Apollon, le dieu un peu des philosophes, soit dit en passant, de la raison, tout ça, et Dionysos. Nietzsche aime les deux, là. Mais les deux doivent être balancés. Ça prend à la fois du chaos et de l'ordre pour être complet. Okay? Pour faire une création qui soit une création qui serve la vie. Okay?
Apollon, ça représente la beauté, hein? Être en paix. C'est ce que valorise souvent la philo, ce qu'on va valoriser nous autres aussi encore dans ce cours, hein? Le dieu de la distance, de l'individu, de la raison, de l'harmonie cosmique, de la recherche de la sérénité, des sciences et des arts. Nietzsche ne nie pas l'importance d'Apollon, de cette source esthétique-là. Mais il dit que sa contrepartie, parce que dans la tragédie, puis tout ça, dans la mythologie grecque, il y a toujours un dieu a toujours une tragédie, une contrepartie. Sa contrepartie, c'est Dionysos. Et Dionysos, c'est le dieu de la fusion, de la nature, de la transe, de l'instinct, du chaos, de la fête, de la végétation. Vous comprenez? La vie qui émerge, la vie qui veut se déployer, qui sort de ses limites. OK? L'histoire de la culture, selon Nietzsche, qui connaît extrêmement bien les Grecs et les Latins parce que ses études sont en philologie d'abord, c'est-à-dire l'étude des textes anciens, c'est l'histoire de la victoire d'Apollon sur Dionysos et finalement le mépris de Dionysos. Et donc, l'homme devient aliéné d'une part de lui-même parce qu'il vient aliéné d'une source fondamentale de la créativité de soi. Quelle est cette part fondamentale de la source de la créativité de soi et du monde? C'est ce que représentait Dionysos, c'est-à-dire l'énergie brute, l'instinct, etc. Il ne veut pas détruire Apollon, là. Il veut simplement rétablir l'équilibre entre deux contreparties qu'on retrouve dans la nature. Okay? Et c'est à ça qu'il va s'appliquer, et c'est pour ça qu'il va critiquer Socrate, Platon, etc., et surtout, dans le fond, la religion chrétienne, telle qu'elle est le fruit du platonisme et, d'une certaine façon, de la Bible, de Jésus. Mais Jésus puis Platon, il faut quand même les chercher dans la façon que le christianisme est devenu une institution, une religion. Puis à l'époque de Nietzsche, comment ça se passait avec la religion. On est quand même très loin de Platon, puis très loin de Jésus, qui sont comme un peu les fondateurs idéologiques de cette religion-là. Maintenant, critique des rationalistes et des chrétiens, il veut détruire ce qui est nuisible à la vie. Fait qu'il va aller voir, dans le fond, qu'est-ce qui était nuisible à la vie chez les chrétiens et chez les platoniciens ou dans la religion chrétienne. Et il va trouver, par exemple, le mépris du corps. Alors que pour lui, la volonté de puissance part du corps. Fait qu'en méprisant le corps, on s'affaiblit, puis on arrive avec des perspectives de faibles, puis en plus, on méprise souvent la liberté au nom de l'obéissance, donc on oblige les forts même à être faibles. Et quand l'instinct vital est complètement remplacé par la raison. Je veux dire, la raison, Nietzsche, bon, c'est correct, là, l'intelligence, puis tout ça. Mais si la raison, au lieu de travailler en accord avec l'instinct vital, détruit l'instinct vital, mais là, on n'est plus complet, là, on est aliéné. Et Dionysos représentait cet instinct vital-là. Et le corps, c'est le socle de cette volonté-là, de cette âme-là qui veut se déployer. Donc, il faut retourner à cela. Et la vie, pour Nietzsche, c'est comme une danse. C'est se créer soi-même. C'est apprendre à rire, c'est apprendre à danser, c'est apprendre à jouir, c'est apprendre à réfléchir, c'est se déployer dans tout son potentiel humain, apprendre à jouer de la musique, apprendre à écrire, apprendre à faire de la poésie, c'est apprendre à vivre, à savourer la vie dans tout ce qu'elle a donné, autant ce qui est bon que la souffrance. Pas dire, moi non, je veux pas vivre de souffrance, de malaise. Garde, c'est la vie. La vie. Et là, chez les chrétiens, il y aurait eu un revirement de la vie sur elle-même. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de te déployer. Il faut que tu sois comme les autres. Il faut que tu sois un mouton. Il faut que tu fasses ci, ça. Ton chemin est déjà tracé. Donc, plus de possibilité pour les êtres d'être original, d'être vraiment eux-mêmes. Et pour que les gens soient capables d'accepter ça, ben, selon Nietzsche, on leur a vendu des illusions. Par exemple, l'illusion d'une âme stable et immortelle, qui est juste là pour consoler les faibles et ceux qui sont prêts d'accepter la vie. Et là, ben, on rend les gens tous malheureux, puis on dit, ben, après la vie, là, tu vas voir, là, tu vas être immortel. Ou Dieu, qui serait souvent même une création de la haine et une béquille pour les faibles pour arriver à supporter la vie, selon Nietzsche. On voit un peu qu'il n'est pas chrétien, c'est un matérialiste, c'est-à-dire qu'il croit que, dans le fond, nous, on est essentiellement des êtres vivants, comme tous les êtres vivants. Mais on a plus de créativité, donc il faut qu'on crée des valeurs. L'origine comme telle du bon, là on est dans la généalogie de la morale. Fait que là, il fait juste retracer l'histoire de la morale. Comment c'est arrivé, comment on a caractérisé le bon, le mal, etc. Qu'est-ce qui s'est passé?
puis qu'est-ce qui était bon avant, puis qu'est-ce qui était moins bon, puis etc. Okay? Pour voir, après, il va arriver à sa propre perspective. Okay? Là, on va simplifier là, avec l'ordre aristocratique des valeurs, puis après ça, avec les chrétiens, essentiellement, là, ou l'apparition de la pensée chrétienne ou des faibles, selon lui. Dans l'ordre aristocratique des valeurs, ça, c'était à l'époque des Grecs anciens. Okay? Et quand on regarde les textes, qu'est-ce qui était le bon, qu'est-ce qui était considéré comme le bien, là? C'était ce qui était bon, et c'était les aristocrates, c'était le sentiment que les aristocrates avaient de leur propre force et de leur propre puissance. C'était des rapports, des mots qui parlaient de quelque chose, d'un senti. Les bons, les nobles, les puissants, ceux qui étaient de conditions élevées, se sont définis par rapport à des gens qu'ils considéraient mesquins, communs, populaires. Donc ça, c'est juste une question de où apparaît le mot « bon » dans l'histoire de la société occidentale. Et à quoi on va associer le bon, l'homme supérieur, okay, qui se qualifie lui-même de bon? Et ça, là, c'était des hommes, là, hein? Pas les femmes. C'était celui qui est fort, qui est en santé, puis puissant, bien sûr, mais c'était surtout celui qui était véridique, qui était vrai, qui était authentique, qui était vraiment lui-même, par opposé à celui qui feignait, qui était menteur, ou qui était commun, qui était incapable de tenir sa parole. Ça va devenir très important. Ça, il va garder ça de la morale aristocratique, Nietzsche. Être capable de tenir parole face à soi et face à autrui. Ça va devenir essentiel pour lui. Mais il remarque que le noble, celui qui était heureux, c'est celui qu'on disait aimer des dieux. Okay? Puis qu'il y avait une liaison entre le bonheur, l'action, le déploiement de la puissance. Celui qui se réalisait, qui était heureux. Et on trouve ça encore aujourd'hui dans notre société. Là. On a conservé des éléments de cette éthique-là. Par exemple, dans les Jeux olympiques ou dans tous les domaines où il faut se dépasser. Pour devenir, très bon à l'université, il faut que tu te dépasses. Donc, on veut des gens qui sont rigoureux, qui sont capables de dureté envers soi-même, qui sont fidèles à leurs valeurs. Ça demande quand même là, un acte de fidélité à soi, là, quoi que ce soit de grand qu'on entreprend dans la vie. Okay? Il y a des embûches, de la résilience que ça prend. C'est ça la vie, quoi. C'est ça la vie qu'elle veut, qu'on se déploie. Bon. OK. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Il y a eu un renversement des valeurs. Nietzsche croit que c'est les faibles, ceux qui étaient malheureux, malades, etc., là, qui ont fait ça, qui avaient du ressentiment. Donc, leur perspective, c'est la perspective de faibles qui ont du ressentiment envers les forts, parce que les forts ne sont pas très gentils avec eux, parce que les forts, ils réussissent, sont heureux, puis eux sont malheureux, parce que les forts, ils souffrent pas, puis eux, ils souffrent, etc. Fait qu'ils ont commencé à développer de la haine, et ça a créé, cette haine-là, un nouvel ordre de valeurs, qui est essentiellement l'ordre qui prévalait dans la religion chrétienne, où on va associer le malheureux, le bas, le mauvais, le faible, à celui qui est aimé des dieux. Okay? C'est comme se faire petit, heureux les pauvres d'esprit, etc. Okay? On va prendre ça. Il faut que tu sois pauvre pour plaire à Dieu. Donc, il ne faut pas que tu réussisses. Il ne faut pas que tu sois orgueilleux. Il ne faut pas que tu sortes du cadre. Il faut que tu sois comme on te le demande. Il faut que tu fasses partie du troupeau, etc. Puis, si tu sors trop du cadre et tu es trop créatif, on va te brûler. Des choses comme ça. Cette morale aurait dit... La morale aristocratique a commencé par un oui. Oui, j'aime la vie. Oui, je l'exprime. Oui, je m'en vais. Wow. Je m'en vais faire quelque chose de grand. Tandis que l'autre, c'est non. Ah, lui, il est pas bon. Lui, non. Ça, c'est pas bon, ça. C'est différent. Quelque chose d'extérieur. C'est réactif. Hein? C'est trop pour moi. Ça me donne un malaise. J'aime pas ça. Fait que je l'haïs. Fait que j'invente un monde où c'est lui qui est pas bon. Il est quoi? Lui, il est méchant. Puis, ceux qui sont bons, c'est ceux qui sont pas méchants. Vous comprenez? Bon, là, ça devient dérivé. Dans l'histoire, on a vu, donc, dans le mot, dans la morale, vraiment un renversement. C'est-à-dire qu'on a commencé par opposer bon à mauvais, puis c'était les forts qui s'affirmaient comme bons, par rapport aux faibles qui les affirmaient comme mauvais. Et ensuite, dans l'histoire, il y a eu un renversement, parce que le premier, c'était le méchant. Il ne faut pas être méchant. Ceux qui ne sont pas méchants sont les bons. Vous comprenez? Mais en faisant ça, c'était pas mauvais, hein? C'était créateur d'idéaux. Nietzsche n'est pas absolument contre ce que ça l'a amené, mais ça l'a détruit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en liant le bonheur à la passivité, au repos, à la paix exclusivement, on a détruit la force qui était Dionysos. On a éteint Dionysos.
on s'est levé contre les instincts, contre le corps. On a empêché les gens d'être créatifs. On les a obligés à être dans une morale de troupeau. Et ça l'a nuit beaucoup, évidemment, à l'expression de la vie. C'était pas utile pour la vie. Et c'est pour ça que Nietzsche, il veut renverser en partie cette valeur-là. Mais là, il va amener sa position. Ça, c'est l'histoire. On vient de faire sa généalogie. Là, on arrive à lui. Qu'est-ce qu'il propose? Fort de toute cette interprétation-là du monde, ben, premièrement, il propose que les faibles, ils peuvent continuer à croire en la religion, mais les forts, s'ils ne veulent pas croire en religion, ils ont le droit, là. Ils ont le droit de se créer un monde comme ils veulent. Il va vraiment proposer une morale de l'excellence. C'est-à-dire, développer son honneur, le respect de soi, c'est de toujours vouloir se dépasser, de toujours vouloir faire les choses bien, pas se démarquer par rapport aux autres, mais exprimer notre originalité, quitte à ce qu'on ne soit pas aimé des autres. Parce que lui, il s'est fait mettre dehors de son université là, avec ses thèses. Là. Hey, sa thèse là, sur Apollon Dionysos, là, regarde, non. Il y a eu des plaintes parce que c'était trop original. Je n'avais pas. Hey, écoute, là, il veut faire un renversement culturel. Mais c'est pas grave, il continue. Puis il dit, ben moi, je vais avec ma pensée originale. OK? Évidemment, les valeurs qui vont sortir de cette éthique nietzschéenne-là, c'est la domination de soi, la créativité, la création de soi, la dureté envers soi-même aussi, la fidélité à sa parole, la poursuite du surhomme, qui est quelque chose d'important chez Nietzsche, c'est-à-dire ce qui vient après l'homme. L'homme, lorsqu'il est dans une parfaite santé, qui est parfaitement connecté, qui est parfaitement créateur, ben là, dans l'évolution de la vie, va peut-être émerger quelque chose qui est supérieur à nous, okay, dans le long terme. Mais en devenant un surhomme, c'est devenir au-dessus de soi. Pour chaque personne, c'est s'élever de sa propre perspective pour aller dans un acte de création, dans l'authenticité d'une certaine façon de ce qu'on veut être. Okay? Et là, c'est pas être en accord avec la nature spirituelle, c'est être en accord avec notre volonté de puissance qui veut exprimer la vie. On est loin, là, par exemple, de Rousseau avec la conscience morale. Okay? Fait qu'on est vraiment dans le dépassement des limites de l'homme. On est dans le grand oui à la vie dans toute sa diversité. On est dans l'affirmation de la vie, de la volonté de puissance, de la créativité dans la vie. Puis, Nietzsche, à part du surhomme, il va aussi amener l'idée de l'éternel retour. C'est-à-dire, il faut vivre de telle sorte qu'on désire revivre toujours de la même façon. On vit notre vie, puis on pourrait vouloir revivre cette vie-là éternellement et éternellement. Comme si c'était l'éternel retour du même. Donc, tu meurs, tu recommences ta vie. Fait que là, la vie que tu vis là est unique, mais pas unique. Parce que là, c'est là que tu peux faire les choix, puis après ça, tu vas la revivre indéfiniment et indéfiniment. Est-ce que Nietzsche croit que c'est vrai? La question n'est pas là. La question, c'est de dire, c'est utile pour la vie de se faire ce test-là. Puis si tu n'aimes pas ta vie, ça veut dire que tu ne vis pas comme tu devrais. Ça veut dire qu'il faut que tu crées une vie que tu aimes. OK? Puis pour ça, il faut que tu deviennes celui que tu es pleinement, sans essayer de plaire aux autres. OK? Deviens ce que tu es dans ton originalité comme tel. Fais de ta vie une œuvre de création, de créativité. Et dernier point, dans l'éthique de Nietzsche, c'est de dire il faut apprendre à vénérer ce qui est plus grand que nous. Il y a des personnes qui sont meilleures que nous dans un domaine où nous, on veut exceller, mais on n'atteint pas leur niveau d'excellence. Bien, on les vénère dans le sens qu'on reconnaît leur excellence, c'est le sens de la reconnaissance qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. En tout cas, beaucoup de monde qui n'ont pas ça, là, on reconnaît qu'eux sont excellents là-dedans, puis ben, si on veut devenir excellent, on essaye de tendre vers eux. Et les grands hommes, les grandes femmes de l'humanité deviennent donc des exemples d'expression de la volonté de puissance. Et ça, c'est plus important que les valeurs qu'ils portent. Vous comprenez? C'est plutôt leur vie, le sens qu'ils ont donné à la vie. Est-ce qu'on peut le comprendre? Est-ce que leur vie a un sens comme tel? Et c'est toute la question du sens de la vie qu'a apporté Nietzsche qui est extrêmement importante. Là. Je veux dire, la réflexion sur le sens qu'on donne à nos vies, ben c'est ça. Okay? Est-ce que ta vie a du sens? Est-ce qu'elle a assez de saveur pour que tu puisses vouloir la revivre? Est-ce que tu assumes vraiment la vie? Hein? On va finir avec l'interprétation, juste la lecture de certaines citations, rapidement, très rapidement. Puis on va voir au prochain cours une critique, parce que évidemment,
j'ai une critique à faire, comme tous les auteurs qu'on voit. On peut les critiquer, et Nietzsche mérite d'être critiqué à certains égards, ou en tout cas, à mon avis, mon humble avis. Mes critiques, c'est une critique personnelle que je fais aux auteurs. Moi, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas nietzschéen, somme toute. Là. Même si Nietzsche a influencé ma pensée, bon, il y a des choses chez Nietzsche avec lesquelles je suis en profond désaccord. On va faire une critique, puis on va voir aussi encore pour la vie philosophique ce que ça l'amène. Maintenant, vous avez quand même 3 heures que vous êtes supposé de faire à la maison. La vidéo, on est rendu à 45 minutes. On va peut-être arriver à 50 minutes, 50 quelques minutes. Là, vous regardez la vidéo, vous avez regardé la vidéo, ça vous donne une idée de Nietzsche. Vous devez recopier les PowerPoint. Donc, vous reprenez la vidéo, puis vous recopiez les PowerPoint. Vous devez trouver des questions, parce qu'au prochain cours, on va trouver des questions. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas trop bien, vous allez me poser des questions. S'il n'y a personne qui prend de questions, écoutez, là, ça va fonctionner comme ça, là, par question-réponse. Ça peut être vraiment le fun si vous trouvez des questions, puis que vous avez des commentaires à faire sur Nietzsche, etc. Notez-les. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Et aussi, vous devez prendre au moins une citation, l'expliquer en la mettant en contexte de la pensée nietzschéenne et la commenter, dire ce que vous en pensez et pourquoi. Bon, vous pouvez le faire d'avance. Vous allez avoir à le faire. Si vous le faites cette semaine, prenez 3 heures. Vous avez 3 heures à mettre dans votre cours. Si vous avez déjà fait votre 3 heures, arrêtez. Vous avez fait assez. Mais ça ne vous prendra peut-être pas 3 heures, vous pouvez commencer. Okay? Donc, on va juste lire ça ensemble. Voulez-vous un nom pour ce monde, une solution pour une solution pour toutes ces énigmes? Ce monde est volonté de puissance et rien d'autre. C'est très intéressant. La nature est volonté de puissance. Si vous voulez comprendre le monde, vous devez comprendre la notion de volonté de puissance selon Nietzsche. C'est le mouvement vital lui-même. La vie est volonté de puissance. Et donc, ce qui émerge de la vie est l'expression d'une forme de volonté de puissance. Même, et c'est un acte, la volonté de puissance, c'est cette volonté de la vie de se déployer. Et on se souvient que la volonté de puissance, 2 trajectoires. Elle peut se retourner contre la vie, elle est régressive, c'est contre cette volonté de puissance-là que Nietzsche se bat, mais elle peut permettre à la vie aussi de se déployer, et c'est pour elle que Nietzsche essaie de promouvoir. Okay? Il n'y a pas d'autre critère de vérité que l'accroissement du sentiment de puissance, j'en ai déjà parlé, hein? Une interprétation qui sert la vie, elle sert la volonté de puissance. Donc, la personne, croire ce qu'elle croit, ça lui permet de se déployer, de se réaliser, d'atteindre des plus hauts sommets. C'est le seul critère que prend Nietzsche. Si ta croyance t'amène à être anxieux, déprimé, dépressif, change ton interprétation du monde. Parce que là, ton acte de création se retourne contre la vie en toi. Puis tu as la liberté de changer ça. Mais c'est difficile. Il faut affronter le chaos, il faut affronter, bon, etc. Le vouloir ne peut rien sur ce qui est derrière lui. Wow! Hey, ça c'est beau. Hein? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder en avant. C'est ça que ça veut dire. Le vouloir, il peut sur le futur. Ah, tu as eu des blessures dans ton passé, Gadon, tout le monde en a eu. Un enfant, ça en a. Il y en a qui en ont eu plus que d'autres, c'est plus difficile. Mais la résilience, c'est ça, c'est rebondir, c'est se relever. J'ai un petit peu trop de soleil dans la face. Non, ça ne marche pas. Comme ça. OK. Donc, on continue. D'ailleurs, il disait il faut apprendre à pardonner. Hein. Pardonner pourquoi? Pas parce que pardonner, Dieu nous demande de pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, on vit dans la haine. La haine, pensez-vous que c'est utile à la vie et à l'accroissement de la vie? Vous vous détruisez vous-même si vous vivez dans la haine. Ça va être la même affaire que plein d'affaires, la peur, tout ça. Regarde, à un moment donné, la culpabilité, on va voir ça, là, toute la finitude humaine. Il ne faut pas la nier, il faut l'affronter. Puis après ça, il faut se retourner vers le futur pour pouvoir se déployer. C'est intéressant, là, ce que dit Nietzsche pour ça. Il faut croître, s'épandre, accaparer, conquérir la prépondérance. Non pour je ne sais quelle raison morale ou immorale, mais parce que la vie, précisément, est volonté de puissance. Donc, c'est excellent, ça. C'est par des arrêts, tout ça. La vie est volonté de puissance. Si tu veux vivre, exprime ta volonté de puissance. Bon. Maintenant, les autres. La vie s'exprime davantage par les instincts que par la raison. Quel qu'il soit, l'instinct est source de liberté, l'instrument du progrès. Bon. Selon Nietzsche, la volonté de puissance, elle s'enracine dans le corps. Donc, il ne faut pas nier nos instincts. Okay?
Il nie pas la raison, Nietzsche, mais il dit si la raison vient qu'à se lever complètement contre l'instinct, on établit en nous un divorce entre l'animalité et la pensée. Et c'est pas ça que Nietzsche veut. Il veut que la pensée s'élève de l'instinct, qu'il y ait une unité. On va beaucoup parler de ce rapport-là à l'instinct, à la pulsion, à la passion, un peu plus loin dans le cours. L'aristocrate, OK? Là, il définit les aristocrates. C'est dans sa généalogie de la morale, OK? Quand il décrit c'est qui les aristocrates à l'époque. Mais lui aussi, il vient en aide aux malheureux, mais non pas par pitié, OK? Mais poussé par la profusion de force qu'il sent en lui. Donc, pour Nietzsche, il faut prendre soin des autres, là. Il faut prendre soin des autres parce que le fort, il prend soin des autres. Parce qu'il est comme ça. Il a de la générosité, il est bon, il est excellent. Fait que c'est sûr qu'il prend soin des autres. OK? Pas par pitié, par faiblesse, hein? Non, parce qu'il est fort. Vous comprenez? C'est... Bon. L'aristocrate révère en soi l'homme puissant et maître de soi. OK? Celui qui se domine lui-même. Qui sait parler, se taire, qui aime exercer sur soi la rigueur et la dureté et qui respecte ce qui est sévère et dur. Nietzsche va quand même conserver certains éléments de tout ça. OK? Mais si on voit un peu la troisième, la deuxième et la troisième, là, celle qui suit, l'homme supérieur serait celui qui aurait la plus grande multiplicité d'instincts, aussi intenses qu'on peut les tolérer. En effet, là où la plante humaine se montre vigoureuse, on trouve les instincts puissamment en lutte les uns contre les autres, mais dominés. Ça, c'est essentiel, cette phrase-là, pour comprendre Nietzsche. Et pour comprendre comment Nietzsche est plus proche de Platon, on va le voir, et de Descartes. Ça aurait pu être écrit par Descartes, ça, là. Hein? Bon. Donc, il est peut-être un petit peu plus proche de Descartes qu'il ne le laisse entendre, parce que sa conception de la force, elle est à peu près la même que celle de Descartes. Si vous allez voir la générosité chez Descartes, on a vraiment là, quasiment une convergence. Hein? N'est-ce pas? La force des instincts, la force des passions, mais dominée. Dominée par quoi? Par la raison. Chez Descartes, par la volonté chez Nietzsche. C'est pas si loin que ça. Parce que la volonté et la raison, ben écoutez, ça a quand même un certain lien. Mais, bon. Ce que vous avez appelé monde, il faut d'abord que vous commenciez par le créer. Votre raison, votre imagination, votre amour doivent devenir ce monde. C'est-à-dire que tu dois créer ta réalité en créant ton interprétation du monde. Et ça suppose de dépasser ta perspective sur le monde. Et ça suppose de te cultiver, de comprendre plusieurs perspectives, d'essayer de comprendre l'histoire, ta place dans le monde, ta place, et là, de te créer ta propre interprétation qui ne soit pas celle d'un mouton qui suit le troupeau, n'est-ce pas? Bon. Le monde, ils suivent les modes de pensée, et puis... Il faut d'abord créer de nouvelles valeurs. Cette tâche ne nous est point épargnée. Pour nous, le philosophe doit être législateur. Ça veut dire qu'à un moment donné, les philosophes doivent commencer à décider ou à déterminer comment ils vivent, eux, et comment on doit vivre. Et ça, c'est dans la liberté, la créativité, la possibilité pour chacun d'être soi. C'est ça, là. Bon. Je vous le dis, il faut encore porter en vous du chaos pour donner naissance à une étoile dansante. Ça, c'est toute la question de Dionysos. OK? L'étoile dansante de Dionysos, c'est la force esthétique qui est le chaos, qui est le lien à la terre, à la végétation, à la folie. Hein? Et c'est intéressant. Voyez les bons et les justes. Qui est-il le plus? Celui qui brise les tables de leurs valeurs, le destructeur, le criminel, mais celui-là, c'est le créateur. Et là, on parle beaucoup de la morale chrétienne, n'est-ce pas? Les chrétiens ne toléraient pas ceux qui n'étaient pas, disons, conformistes. Et surtout en passant, notre culture devient de plus en plus conformiste. Hein? Pourquoi, là, la liberté d'expression est si mise à mal? Ben, c'est parce qu'on s'attend à ce que tout le monde soit pareil. On ne tolère pas trop la diversité d'opinion. Quand quelqu'un n'est pas de notre opinion, on va faire des menaces. Hein? Bon, on voit ça, là. Et on tolère mal. On se dit bien ouvert, mais on est surtout... Les gens sont surtout ouverts aux gens qui pensent comme eux. Et ça, c'est pas être ouvert, ça. Hein? C'est être fermé. OK. La morale enseigne à être en fonction du troupeau, à ne s'attribuer de valeur qu'en fonction du troupeau. La morale, c'est l'instinct grégaire de l'individu. Il faut avoir une éthique plutôt qu'une morale, c'est-à-dire se donner soi-même son éthique. Et l'objectif, c'est pas de se comparer aux autres. C'est-à-dire, moi, je vais être quelqu'un dans le regard de l'autre. Et ça, il s'entend avec Rousseau. C'est plutôt de dire, comment moi, je peux me déployer dans ce que moi, je suis, dans ce que moi, je veux, dans comment la nature veut s'exprimer en moi. Puis ça, il faut le faire souvent à l'encontre de la morale collective. Devenir soi, c'est affirmer ce qu'on est. Et souvent, c'est affirmer ce qu'on est
contre les attentes des autres, parfois. Hein? C'est pour ça qu'il va falloir être prêt à se battre dans la vie si on veut être nous-mêmes. On va parler dans ce cours de l'instinct guerrier dont Nietzsche a beaucoup parlé. Je ne sais quelle certitude fondamentale qu'une âme aristocratique possède au sujet d'elle-même. Quelque chose qu'il est impossible de chercher, de trouver, peut-être même de perdre. L'âme aristocratique a le respect de soi. Il exagère là, un peu là-dessus, là, qu'il est impossible de chercher, de trouver, peut-être même de perdre. Mais l'âme aristocratique, elle se respecte elle-même. Donc, quand elle fait quelque chose, elle veut bien le faire. Quand elle apprend quelque chose, elle veut manifester de l'excellence. C'est ça que nous demande Nietzsche. Tu fais quelque chose, fais-le bien. Tu veux essaie de te dépasser dans ce que tu es. Essaie d'atteindre l'excellence, la culture de l'effort, la culture de l'excellence. On a besoin de ça. On a besoin de ça parce que la vie veut se déployer. Comme une plante, la plante humaine. Dernière citation. Wow, 55, on va être à moins d'une heure, c'est parfait. Par-dessus tout, ne pas faire un seul pas dans le monde pour s'accommoder, on ne peut avoir le grand succès que lorsqu'on se reste fidèle. Ça, c'est tout là-dessus. C'est la grande valeur qu'on va garder de Nietzsche dans la vie philosophique. C'est la fidélité à soi. Nietzsche est le penseur, le premier qui a amené cette idée-là de la fidélité à soi-même, à sa propre nature et à comment notre propre instinct, notre propre nature veut s'exprimer. Être fidèle à soi-même. OK? C'est pas si facile que ça. Il va même jusqu'à dire que la tâche que la nature s'est donnée pour l'homme, c'est d'élever un animal qui puisse promettre. Par l'acte de sa volonté, il domine son instinct et il devient qui il veut être. Et il peut dire à la fin de sa vie, ma vie est telle que je l'ai voulu et je pourrais la revivre éternellement et j'en serais heureux. Pas facile, n'est-ce pas, d'être Nietzschéen pleinement. Cette capacité de donner et de suivre sa parole est le signe d'une véritable autonomie. Si tu n'es pas capable de donner ta parole à toi-même, tu dis, moi je veux ça, puis tu le fais pas. Tu n'es pas autonome. Parce être autonome, c'est se donner sa propre règle d'action. C'est quoi? La liberté sans ça, ça ne veut rien à dire. À rien. Okay? Suivre sa parole, tu donnes une résolution, tu la suis. Être capable de se maintenir malgré le destin. Tu as des difficultés à réussir. Écoute, tu apprends quelque chose, n'importe quoi, tu veux faire quelque chose, n'importe quoi qui demande un peu de temps, puis d'effort, puis d'apprentissage. Écoute, le destin, il va t'en mettre là, des barreaux dans les roues, là, mais tu continues. Tu es persévérant. C'est ça la marque de force et de la liberté. C'est ça qu'il propose Nietzsche. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Chacun doit surmonter sa propre perspective, idéalement. Évidemment, je dis c'est un peu élitiste, parce qu'il y a des gens qui ne semblent pas être en mesure de faire ça. Mais dans la vie philosophique, ben c'est quelque chose d'important, être fidèle à soi, essayer de dépasser sa perspective, d'essayer de comprendre le monde et d'être fidèle à cette compréhension-là. Et c'est en grande partie ce que nous amène Nietzsche, même si sur certains points, quand je vais vous faire la critique, moi, je vais vous dire pourquoi je crois qu'on ne doit pas adhérer à l'ensemble de ces thèses. Il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes chez Nietzsche. J'espère que vous avez apprécié. La vidéo a duré un peu moins d'une heure. Vous avez 3 heures normalement à faire par semaine. Donc maintenant, recopiez vos diapositives, essayez de comprendre Nietzsche avant de recevoir le texte, allez lire le texte. Vous pouvez faire votre travail aussi que je vous ai parlé tout à l'heure sur l'interprétation d'une citation de Nietzsche, mais arrivez préparé au prochain cours, parce que le prochain cours, on est à la 4e semaine, et comme vous savez, il y a une évaluation certificative à la 5e. Donc, allez, c'est ça. Et puis, est-ce que vous allez avoir fait sur Rousseau, sur Nietzsche et sur Descartes, comme je l'ai dit, devant choisir 2 travaux. Fait que là, je vous ai dit celui sur Nietzsche. Il va vous rester aussi. On va faire aussi au prochain cours celui sur Rousseau. Alors, je vous dis merci, bonsoir et à jeudi prochain.